Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans Radio Circulab. Aujourd'hui, je suis avec Simon Mirouz. Bonjour Simon. Bonjour. Simon, tu es directeur général délégué du groupe Environalp. Tu es également directeur général de ILOE, qui est le pôle d'économie circulaire de la métropole de Lyon. Mille merci d'être avec nous aujourd'hui à Paris. Tu es venu au bureau dans la mesure où le labo Envie est pas très loin, on y reviendra après. Mais tu es basé en région Rhône-Alpes, sans grande surprise. Comment ça va cet après-midi? Eh bien, très bien, une journée bien pleine, voilà, oui, bientôt je remonterai dans mon petit train pour retrouver le bercail lyonnais, on va dire. On se connaît pas tous les deux, c'est la première fois qu'on se rencontre, donc c'est double expérience d'enregistrement et de faire connaissance. On a été mis en relation par une membre de la communauté Circulab, Florence Béduno-Chassin, qui fait partie du réseau à Lyon. Ça fait plusieurs années que moi personnellement je suis en vie, que Circulab suis en vie, comme une des références sur l'économie circulaire et solidaire. Je suis vraiment très heureuse de t'accueillir pour représenter donc Envie Rhône-Alpes d'une part, et aussi pour nous parler d'économie circulaire en région Rhône-Alpes en tant que représentant d'ILOE. Peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter ton parcours? Donc moi, je m'appelle Simon, ça a déjà été dit. Je suis lyonnais, on va dire, depuis une vingtaine d'années, arrivé pour la fin de mes études. Et par ailleurs, je dis souvent, pour prendre un raccourci, que je suis un pur produit de l'économie sociale et solidaire, d'abord, puisque j'ai d'abord évolué au sein du réseau France Active sur des thématiques de financement ou d'accompagnement d'organisation de l'ESS, avant de passer quelques années au sein du mouvement coopératif et de l'Union régionale des SCOP, où j'ai accompagné pas mal de créateurs ou de reprises d'entreprises ou de transformations d'associations. Donc on va dire, je n'ai fait que ça, et avec comme dénominateur commun beaucoup d'actes d'entreprendre, voilà. Et donc du coup, après avoir passé une dizaine d'années à dire yaka, faucon, à de tas d'entrepreneurs utopistes, on va dire, j'ai basculé un peu de l'autre côté dans un secteur de prédilection qui était celui alors d'économie circulaire. À vrai dire, je pouvais pas dire que j'en avais une une science très développée déjà à l'époque, mais du coup, du moins pas mal attiré sur cette économie, sur cette question de l'économie et l'économie des ressources. Voilà. Et donc du coup, je suis arrivé chez Envie Rhône-Alpes. C'était en 2014. Donc ça va faire bientôt 10 ans. Voilà. Super. Merci. T'as de nombreuses casquettes. Peut-être que tu les aborderas au long de ce podcast. Peut-être avant qu'on rentre dans les activités d'Envie, j'aurais bien aimé que tu puisses définir avec tes propres mots, qu'est-ce que pour toi l'économie circulaire? Si tu y arrives. Je vais pas le faire de manière académique, sinon ça serait un peu, enfin, j'ai envie de dire convenu, et puis j'en aurais pas la prétention non plus. En tout cas, ce que je retiens pour ma part, c'est peut-être quelque chose qui porte plusieurs changements de paradigme, que moi, du coup, venant de ce champ de l'économie sociale, résonnait énormément, en définitive. On sait que notre économie atteint certaines limites du fait de la vision un peu court-termiste, notamment. Je me réfère souvent à cette question un petit peu du temps. À l'époque où moi je faisais mes études, on parlait du développement durable et de ces fameux 3 piliers, etc. Enfin, en tout cas, il y avait beaucoup de choses qui résonnaient. Étant passé aussi par, on va dire, l'écosystème de la coopération, j'ai compris les valeurs que portaient depuis 2 siècles ces penseurs, ces philosophes, etc. de cette économie sociale, en disant, ce système de la compétition, il nous a guidés vers un système économique général qui génère énormément d'externalités négatives. Et donc du coup, il y a un pivot dans cette conception de l'économie circulaire qui est de réinternaliser ces externalités négatives et d'essayer d'en faire un modèle économique, et qui en plus de ça réancre territorialement les activités, recrée des richesses également en allant chercher une création de valeur sur les questions d'emploi local, parce que en effet nos sociétés vont toujours vers plus de technologie, plus de progrès, etc. A priori, on n'est pas tous voués à faire des bacs plus 5, des bacs plus 12, à savoir coder, à être immergé dans cet univers qu'on nous promet des IA et autres.
Et donc du coup, voilà, c'est un superbe véhicule pour participer à la transformation de notre économie en général. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai abordé, mais avec quelque chose aussi de très concret, de très palpable, et donc du coup qui joue un rôle de démonstrateur de la capacité à transformer notre économie, puisque globalement, pour ce qui me concerne personnellement, c'est ce qui guide un peu mon action. Ouais, et tu parlais tout à l'heure d'économie de ressources. Et j'imagine, enfin là, ça fait aussi écho un petit peu à ce que tu dis sans l'avoir mentionné. Mais... Oui, et puis bon, aujourd'hui, on a les théories de Donut Gill. En fait, c'est tout prendre conscience de toutes ces limites auxquelles touche limites physiques auxquelles touche l'humanité, et prendre conscience aussi de notre interdépendance, tant d'un point de vue matériel, de ressources, du vivant, que d'un point de vue humain. Et en fait, c'est ce terrain de jeu que permet l'économie circulaire, parce que passer de quelque chose qui est linéaire à quelque chose qui est circulaire, il faut reconsidérer les rapports de relations entre différents acteurs publics, privés, ESS, dirigeants, salariés, opérateurs, personnes en insertion, etc., etc. Et voilà, et c'est tout ça qui crée un terreau très favorable. Et en t'écoutant, c'est assez naturellement que on comprend le lien qu'il existe entre économie circulaire et solidaire, ce qui est pas toujours évident, parce que voilà, là tu parles des relations humaines, tu parles de la relocalisation, donc de la création d'emplois, des boucles courtes, de tout ça, donc le lien avec la solidarité est assez évident, là où souvent l'économie circulaire peut être abordée sous son angle uniquement circulaire, flux matière et autres, où l'humain est quasiment pas considéré. Alors c'est vrai que bon, après je suis un peu formaté Oui, voilà dans ce moule envie. Ça fait 10 ans que Oui, voilà, dans ce moule envie, et puis voilà, mes passages aussi dans le monde de l'ESS très orientés autour des questions de l'insertion, de l'inclusion, enfin bref. Bon, c'est vrai que je conçois pas après ça nous arrive de travailler avec des grands comptes et autres qui réfléchissent à ces thématiques économie circulaire sur une approche essentiellement ressources. Mais très vite, en fait, elle percute cette question de dire je vais devoir réinternaliser un bout de supply chain qui, par l'effet de la mondialisation, dont on peut louer les bénéfices, mais aussi souligner les écueils aujourd'hui, je vais devoir relocaliser un bout de ma production, un bout de ma supply chain, redemander à des gens de faire des choses dont les savoir-faire ont quitté le territoire. Honnêtement, c'est assez inéluctable. Alors je dis pas, nous on adresse ces sujets à des niveaux, j'ai envie de dire, pour des publics qui sont en difficulté d'insertion socio-professionnelle. Donc on est à ces niveaux de niveau de qualification, etc., qui sont assez bas. Mais ça empêche que ça suppose de recréer des systèmes d'information, recréer des compétences techniques plus ou moins élevées. Et ça, j'imagine que tous les experts un peu techniques que vous côtoyez qui accompagnent des PME et des ETI, ils se disent en fin de compte, j'avais qu'une équipe de super ingénieurs et de super commerciaux, et je vais devoir recréer un bout de chaîne de production ou de chaîne logistique que j'avais pas avant, et donc du coup, je vais devoir redialoguer avec des PME. C'est quand même voilà. Donc dans tous les cas, elle y est en fin de compte. On y retrouve quoi. Ouais, on y retourne. Ok. Et là-dedans, donc là, tu as commencé à le mentionner pour peut-être celles et ceux qui sont pas familiers ou familières avec Envie. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'Envie, comment ça marche, et peut-être les spécificités, si tant est qu'il y en a, d'Environalp? Alors qu'est-ce qu'Envie? Je suis pas le mieux placé parce que moi je témoigne en tant qu'un acteur de ce réseau, donc du coup c'est la première chose qui est à souligner, c'est que c'est un réseau d'entreprises sociales, plus particulièrement d'entreprises d'insertion à l'origine, puisque du coup ces activités d'économie circulaire, elles ont été faites pour porter des métiers qui soient vecteurs d'insertion socio-professionnelle. Voilà, c'était, j'ai envie de dire, un peu comme Monsieur Jourdain, les premiers en ont fait sans le savoir, quoi. Comme aujourd'hui se proclame Emmaüs, un peu pionnier de cette économie circulaire. Envie était également un peu pionnier de cette économie circulaire. Et d'ailleurs, c'est bien la rencontre entre une communauté Emmaüs à Strasbourg et des dirigeants de Darty à l'époque qui ont fondé Envie. Voilà. Okay. Donc, et en fin de compte, on traîne cette histoire-là aussi, enfin, on la traîne, ou plutôt elle nous porte depuis un long moment, mais aussi dans cette approche de double culture, c'est-à-dire de recherche d'impact social, mais aussi de recherche d'un modèle économique, voilà. Et de culture industrielle. Donc Envie, c'est ça. Aujourd'hui, c'est tout de même, je pourrais dire, plus de 3000 salariés.
plus de 2500 personnes qui sont en parcours d'insertion. Donc on voit l'intensité de main-d'œuvre et notamment de personnel en parcours d'inclusion. Dans 3 métiers spécifiquement, donc celui du réemploi historiquement, donc du reconditionnement et de la revente d'électroménagers rénovés et garantis, voilà, qui était un peu notre marque de fabrique. Le métier de la logistique, puisqu'avec l'évolution de la réglementation, la filière est venue se structurer et du coup assez naturellement on s'est positionné pour être opérateur de la collecte de ces déchets d'équipements électriques et électroniques. Ça je le dirai qu'une seule fois. Le fameux... passera à T3E à partir de maintenant. À partir de maintenant, c'est bien entendu. Donc sur collecte sur les métiers du D3E. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la collecte? C'est tous les objets électroniques dont on se débarrasse, donc qui contiennent une prise ou une pile, qui sont déposés en déchetterie, dans la grande distribution quand on achète un œuf. Donc, c'est des collègues d'Envie qui vont collecter, regrouper, massifier, trier, tracer ces déchets-là, puisque c'est une sorte de supply chain inversée. On s'imagine assez facilement ce qui se passe dans un entrepôt de préparation de commandes où il y a des grands stocks, on fait du dispatch, on refait des colis. En fait, il faut faire la même chose avec le déchet, puisque in fine, et c'est notre 3e métier, on opère aussi des centres de recyclage de ces déchets électroniques. Donc là, on est au bout de chaîne. Ouais. Sur le recyclage du petit électroménager, des écrans, du gros électroménager qu'on dit froid et hors froid, parce que tout ça, c'est des usines spécifiques qui vont venir démanteler et recycler les matières premières, voilà. Donc à l'échelle du réseau Envie, c'est 3000 salariés, une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, donc quelque chose d'assez ancré, mais donc du coup aussi ancré territorialement de manière très très forte, parce que c'est un réseau d'entreprises, d'entrepreneurs ancrés à des systèmes, des organisations bien souvent associatives ou hybrides associatives et SAS d'utilité sociale, donc avec un ancrage local technique et politique assez fort, mais aussi une agilité, une indépendance par rapport à ce réseau-là. Quant à Environalp, on est spécifique oui et non, c'est-à-dire qu'on a nous aussi ces 3 métiers-là. Peut-être que notre particularité est d'avoir embarqué, puisque Envie existe dans bon nombre de départements, ça a une 50aine d'unités en France, donc il y a une bonne couverture territoriale. Et justement, on a décidé de créer Environalp pour fusionner les activités à l'origine dans la Loire et dans le Rhône, afin d'adopter une stratégie commune, de renforcer nos moyens et d'accompagner le changement d'échelle de cette économie circulaire. Voilà. La dernière particularité, c'est que du coup, on embarque sur ce territoire-là des projets de développement et de diversification, aussi sur d'autres thématiques ou sur d'autres filières, d'où la création de ces pôles de coopération économique dédiés à l'économie circulaire, à Lyon avec Iloé, à Grenoble avec Fabrica Nova. Voilà. Donc avec d'autres acteurs, du coup. Avec d'autres acteurs, voilà. Et donc du coup, Envie, donc là, t'évoquais plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc t'as le recyclage, la revente du coup des différents éléments. Tu vas avoir aussi la vente de matériaux, de produits qui ont été réparés, donc de seconde main. Alors la vente directe de seconde main peut-être, et ensuite la réparation pour revente. C'est ça? Le modèle économique est constitué de la recette de revente de matériel reconditionné, parce que du coup, en fait, on est assez spécifique et c'est ça qui nous amène à nous intéresser ou à accompagner les dynamiques sur les autres filières d'économie circulaire. C'est que globalement, parce qu'on a été un peu à la naissance et à l'émergence de cette filière du D3E, puisque donc on a été créé il y a 40 ans maintenant, on fêtera nos 40 ans cette année. La réglementation sur la responsabilité élargie du producteur, voilà, comme ça tu me poseras pas la question. Donc ce fameux principe pollueur-payeur, etc. Donc le metteur sur le marché, distributeur ou fabricant qui doit assumer la fin de vie de ses appareils. Je fais un peu de pédagogie comme ça. C'est très bien. Voilà.
Donc, Envie, sur sa filière de réemploi, a préexisté à la mise en place réglementaire de cette filière. D'accord, j'avais posé. Okay. Voilà. Donc, du coup, au moment où cette filière s'est structurée par l'intermédiaire des éco-organismes, on a tout de suite plaidé pour que existe la filière du réemploi, ou soit préserver la filière du réemploi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et encore les éco-organismes nous le rappellent, à l'échelle européenne, la filière du D3E est assez exemplaire. Puisqu'on a demandé, ou ça s'est fait comme ça, je ne sais pas si on a demandé, en tout cas j'étais pas là à l'époque, mais on pourrait le dire comme ça, que bien que la supply chain du recyclage et de la fin de vie des appareils, des équipements électriques et électroniques soit organisée, donc reprendre ces appareils, les collecter, les massifier, puis les envoyer en recyclage, nous on a créé une boucle de bifurcation vers le réemploi. Voilà. Donc notre modèle économique, il est assis, adossé à quoi? Et historiquement sur le reconditionnement, l'opération de reconditionnement et de revente de cet électroménager, mais aujourd'hui aussi l'opération de collecte de tout ça, qui est régulée par les éco-organismes, que sont en grande partie écosystèmes et écologiques. Puis cette filière également de recyclage, où là aussi, se rendant responsables de l'élimination et du recyclage de leurs déchets, ont besoin d'opérateurs comme Envie, mais comme des Suez ou des De Richebourg ou des Veolia. Voilà. C'est ça. Donc vous devenez l'opérateur. Donc déjà, il y a cette bifurcation. Donc avant d'en arriver à la gestion en fin de vie, vous créez cette nouvelle boucle de valeur. Et comment dire, et l'intervention d'Envie dans toute cette chaîne-là, c'est d'opérer la logistique, la collecte, aussi pour faciliter les activités de recyclage. Et par ailleurs, vous agissez aussi au même titre que j'évoquais qu'un Veolia et autres, comme sur le démantèlement, etc., en vue du recyclage. Donc c'est ça. Vous êtes, Typiquement à Lyon, pour illustrer tout ça, et pour en l'occurrence je peux le nommer, Écosystème nous confie la responsabilité de recycler les écrans. Donc tous les écrans cathodiques et les écrans plats de toutes les technologies différentes qui sont collectés sur l'ensemble du sud-est de la France. D'accord. Donc tout ça est collecté en déchetterie, regroupé dans différents centres logistiques et remonte à Lyon, plus précisément à Villeurbanne, où on vient démanteler et recycler ces écrans. Donc vous êtes prestataire de l'éco-organisme en fait. C'est ça. Ok. Exactement. Très clair. Voilà, ça, c'est pas le cas par exemple pour la REP, donc responsabilité élargie du producteur, emballage. Parce que cette question du réemploi n'a pas été intégrée dès le départ. Donc aujourd'hui, mettre du réemploi, tu vois, dans ces REP qui se sont construites en intégrant surtout le recyclage et en promouvant surtout le recyclage. Tu penses au moins à minima au verre consigné, au système de réemploi des contenants en verre. En effet, c'est un peu poussif de réussir à réincruster ça dans des boucles qui ont été... et en même temps, conçu pour en fait. Oui, il faut le comprendre. L'investissement depuis l'émergence de tout ça, ça a été quand même de construire des outils industriels qui soient capables de recycler. Et comme dans tout outil industriel, on les dimensionne pour certains tonnages, pour certains volumes. Et c'est difficile de dire qu'ils n'ont pas fini d'être amortis et qu'on va changer de modèle. C'est ça, Et puis la REP emballage, il n'y avait pas l'équivalent d'Envie pour le réemploi à l'époque. Donc tu vois, je pense que là, ce qui est... J'ai pas tout l'historique. En tout cas, le parti pris a été celui du recyclage, là où dans d'autres pays européens, on a conservé celui de la consigne. Ouais, super intéressant. Donc effectivement, la question sur le lien avec les REP et les conséquences que ça a pu avoir sur le reconditionnement, la seconde main et autres, on l'a abordé, donc je peux l'enlever ce point-là. J'aimerais qu'on parle de Envie le labo, qui est là où tu étais juste avant de venir ici, donc dans le 20e arrondissement de Paris. Vers Ménilmontant. Envie le labo, donc c'est un écolieu. Moi, en étant habitante du quartier, que je vois très souvent, c'est entre autres quand on cherchait notre nouvelle, machine à laver vers des lieux comme ça qu'on s'est tourné. Et j'aimerais que tu nous en dises plus sur qu'est-ce que Envie le labo, parce que c'est assez récent, si je me trompe pas. J'ai cru comprendre que ça s'intégrait dans une stratégie un peu de diversification des activités d'Envie. Donc voilà, comment ça s'intègre là-dedans et qu'est-ce que c'est Envie de labo?
Alors comme je vous le disais, moi je témoigne depuis ma Ouais, petite depuis, fenêtre lyonnaise, donc je vais être assez modeste sur tout ça. En tout cas, c'était donc il faudrait poser la question à Nesrine Danier, qui en est la responsable. Euh, Globalement, l'objectif a été de créer un lieu vitrine pour l'économie circulaire. Alors oui, certes, floqué, made in envie ou by envie, etc. Mais ça se veut être un lieu ouvert et un démonstrateur. Lieu vitrine déjà en matière de consommation, en disant, mais vous voyez, l'économie circulaire, ça se prête aussi à l'électroménager. Donc on a un espace showroom et vente d'électroménager. Ça, au passage, ça a permis à débloquer une situation dans l'état d'esprit du réseau Envie, c'est qu'on était convaincu qu'on pouvait pas acheter de l'électroménager en ligne. Ouais. Voilà. Ok. Parce que, enfin, un des points de singularité de l'économie circulaire, c'est que l'électroménager, en fait, chaque produit est unique. On peut pas cliquer en se disant celui-là il est dans tel entrepôt, dans telle région, il est dans son carton et parce que Madame Durand de tel Ouais. département l'a commandé, je vais le livrer depuis là-bas. On Ah oui, tu veux achète un, dire dans le reconditionnement? on achète un produit qui a son histoire, sa D'accord, vie, ok. ses Oui. défauts, Ouais. etc. Donc il y avait cette crainte de dire les gens vont commander et puis ils auront peut-être pas bien vu qu'il y a un POC sur le côté et que du coup ils vont nous le retourner et donc du coup c'est impossible. Bon bref, je le dis pour l'anecdote. Ça témoigne aussi de là où on vient, Ouais. voilà, dans nos pratiques commerciales, puisqu'on est un réseau historiquement un peu associatif, et donc du coup, ces enjeux commerciaux n'étaient pas, voilà, donc un aspect showroom, démonstrateur, et puis il y a un écolieu, comme tu le disais, lieu de vie, démonstrateur où Nesrine et ses équipes animent beaucoup d'événementiels pour toujours faire la preuve d'eux, à la fois à l'égard du grand public, mais aussi de partenaires, d'institutionnels ou d'entreprises. C'est un lieu aussi qui a vocation à être un carrefour de formation, puisque l'économie circulaire, d'une manière générale, embarque beaucoup de sujets autour de la formation. Je le disais tout à l'heure en introduction, en fin de compte, il y a des tas de métiers qui n'existent plus, qu'il faut recréer, sur lesquels il faut reformer des encadrants, des managers, des opérateurs. Donc ça a aussi cette vocation-là, et puis on y a posé le siège de la fédération. Ok, donc c'est ok. C'est juste pratique. Ce qui t'a amené aussi là, cet après-midi. Tout à fait. Ok, super clair. Avec du coup Envie Rhône-Alpes, est-ce qu'il y a certaines activités qui en région vont fonctionner mieux que d'autres? Est-ce que ouais, enfin ça c'est ma première question peut-être déjà pour commencer. Non, je sais pas si j'ai une réponse normée à cette question-là. En tout cas, il y a une grande hétérogénéité dans le réseau. Ouais. Du fait globalement de l'histoire de structures qui se sont rendues porteuses de l'activité en vie, qui avaient des ancrages un peu différents ou qui ont été créées ex nihilo. Aussi. Donc il y a une somme de configurations. Vous avez des structures en vie qui localement sont portées dans ce qu'on appelle dans le monde de l'ESS ou de l'insertion par des ensembliers d'insertion. Donc il y avait déjà ou qui ont développé un ensemble de métiers très très variés autour de la thématique de l'insertion, qui gèrent des ressourceries, qui gèrent des ateliers couture, qui gèrent des ateliers vélo et qui gèrent une activité en vie. Voilà, enfin je pense forcément à nos collègues dans le Nord. La Envie est portée dans le Nord par le groupe Vitamine T, qui est un groupe d'entreprises sociales où en tant que tel, c'est déjà plus de 3000 ou 4000 salariés exclusivement dédiés à l'inclusion. Ouais. On se doute bien qu'elles ne font pas que des activités d'économie circulaire. À contrario, dans d'autres territoires, je sais pas, à Toulon, à Pau, c'est des activités Envie dédiés à Envie, qui font que l'activité de reconditionnement, mais du coup qui ne sont pas non plus positionnés sur les activités de logistique ou de recyclage, mais qui par ailleurs développent, sont plus agiles pour aller développer des solutions autour du reconditionnement de mobilité, trottinette, vélo électrique. Enfin voilà, chacun fait ça à son échelle, et c'est pour ça que tout à l'heure je soulignais cette question de l'ancrage territorial. Pour ce qui est de Rhône-Alpes, nous, à date, on est un peu plus de 400 salariés sur essentiellement la Loire, l'Isère et le Rhône. Donc à Grenoble, Lyon et Saint-Étienne, si on peut dire, et Roanne. Nous, on avait cet ancrage et cette relation avec la collectivité qui était très très forte. Et du coup, la collectivité nous a posé des problématiques
autour de boucles d'économie circulaire, autour des encombrants urbains, autour des jeux et jouets, autour des articles de sport et loisirs, donc en l'occurrence des nouvelles REP. Et du coup, ça refait la boucle, sans mauvais jeu de mots, avec ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est cette position d'envie, elle est assez particulière parce que du coup, sans le savoir, on occupe toutes les étapes de la chaîne de valeur du D3E. Ouais. Et donc du coup, on cerne la subtilité, mais aussi la difficulté qu'il y a à mettre en place une boucle d'économie circulaire. Donc, on n'a pas vocation... Boucle complète, surtout. Une boucle complète, voilà. Ouais. Donc, du coup, on n'a surtout pas la prétention d'agir sur une nouvelle filière de manière intégrale. Nous, on sait faire des métiers de la logistique, du tri, voilà. On sait faire les métiers éventuellement du reconditionnement, mais quand il y a un acte, si je puis dire, industriel à l'acte de reconditionnement, enfin c'est pas si je puis dire, s'il y a un acte industriel à l'acte de reconditionnement, et éventuellement au recyclage. Mais donc du coup, en fait, on est surtout capable d'accompagner des nouvelles chaînes d'acteurs à dire bon, ok, comment on imbrique le jeu d'acteurs pour que ça se fasse. Voilà, ce qu'on a choisi comme stratégie sur Rhône-Alpes, quoi. Et est-ce que tu sens là avec ces 10 années à Environ-Alpes une accélération de soit à la fois de vos activités mais aussi de l'intérêt pour le reconditionnement de la part des metteurs sur le marché, notamment de la part des consommateurs et des consommatrices aussi? Est-ce qu'on stagne? Est-ce qu'il y a des choses est-ce qu'on progresse? Alors oui, on progresse, on a toujours beaucoup progressé au sein du réseau Envie. Alors par ces voies de diversification, par ces voies où on a suivi aussi l'histoire de la filière où depuis 2005 on suit cette voie de l'industrialisation du recyclage et de la logistique. Ça nous a beaucoup occupé, on va dire, ces 10-15 dernières années. Depuis 5 ans, on est clairement engagé sur une logique de changement d'échelle, du réemploi et du reconditionnement. Comment ça s'explique? Pour la boutade, je sais pas jusqu'où ira l'écoute de ce podcast. Pour la boutade ou la caricature ou les raccourcis, on va dire, il est vrai que je vais prendre l'exemple, la levée de fonds de Back Market et le lancement de Back Market a fait beaucoup de bruit dans une époque où on était en plein Covid. Donc ça a fait beaucoup de bruit, un peu étouffé, mais ça a allumé pas mal de voyants en disant « Tiens donc, est-ce que l'économie de la seconde main, en dehors du Bon Coin, qui avait déjà obligé à faire un petit saut il y a 15 ans, hein, pour ce qui nous concerne, il y a 10 ou 15 ans, effectivement, on vendait des électroménagers. Tout d'un coup, on a vu apparaître la concurrence du Bon Coin, si je peux appeler concurrence. Elle est bien, elle est saine. Mais on s'est dit, tiens, il faut quand même vendre de l'électroménager de qualité à bon prix. Et en plus, voilà. Eux, ils le vendaient sur Internet. Ils le vendaient. Et vu que vous disiez, on peut pas le vendre sur Internet. Voilà, bon, bref, là, on était dans du C2C, donc bon, ça nous était un peu étranger. Donc, je dis que Back Market fait ce boom-là, et donc, du coup, tout de suite, ça devient en disant, est-ce que ça serait pas un marché? Et la filière du recyclage arrivant un peu à maturité, tous les acteurs se disent est-ce qu'on passerait pas des 15 ans à 20 ans où on a investi sur la mise en place d'une filière de recyclage à une économie du réemploi? Grande question. Grande question qui a été ouverte il y a 5 ans, puis un peu plus intensément il y a 3 ans, avec des branlements de combat en disant ça serait quoi le schéma cible, comment voilà. Et là on est en plein dedans. Donc ça bouge très très fort parce que du coup on vient éditer bon nombre d'études en disant quelles seraient les intentions d'achat. S'il y en avait dans des rayons d'enseignes très connues, sur quoi s'orienteraient les gens? Quelle est l'attente en la matière? Quel est le tiers de confiance qui doit le distribuer? Quels sont les niveaux et les standards de qualité qu'on doit fournir? De grade de produits, est-ce qu'il doit être un peu poké, beaucoup poké, garantie 1 an, 2 ans, etc. Typiquement, ça nous a fait prendre le fait de passer nous-mêmes la garantie à 2 ans. Il y a 2 ans, un peu en avance de phase avec la loi AGEC, en disant ok, on passe à la garantie à 2 ans. Parce que ça rassure et parce que ça rassure et parce que nos matériels, ils sont reconditionnés, ils sont réellement repartis pour une seconde vie, etc. Et poké ou pas poké du coup? Combien de poké? Peut-être poké, mais en tout cas c'est pas la question. Il peut être poké et très bien marcher, hein. On est tous d'accord pour mettre ça dans sa buanderie, ça choque pas grand monde. Donc du coup il y a quand même un gros mouvement
Parce qu'on voit qu'il y a un marché. Parce qu'on voit qu'il y a un marché. Envie, le réseau Envie, on doit rénover à peu près 110 000 pièces par an. D'accord. Ce qui scientifiquement est un pouillème des mises sur le marché. Je pense qu'on est en dessous du pourcent des mises sur le marché de la distribution. Tout aussi bien, on peut s'imaginer, je dis embarquant la vision d'Envie, la vision des éco-organismes qu'on essaye de partager avec la grande distribution, avec les fabricants, mais qui dans l'économie française sont peut-être moins embarqués dans ces questions-là, en se disant peut-être qu'on pourrait faire x2, x3. Donc ça paraît immense. Mais x2, x3 à l'échelle des emplois et des sauts industriels que ça impose à faire, c'est quand même assez conséquent. Donc une des spécificités d'ailleurs de Rhône-Alpes, c'est d'avoir sauté sur cette cause-là, sur ce sujet-là, de dire il faut qu'on se prépare à demain savoir rénover 2 à 3 fois plus d'appareils. Sur Rhône-Alpes, on en rénove à peu près 10 000 par an, sur 3 ateliers. Notre objectif, ça serait d'en rénover 20 à 30 000 d'ici 4 à 5 ans. Ça paraît pas beaucoup, mais en matière d'industrialisation, de nos process, de nos standards, etc., c'est quand même des gros sauts, avec ce qui est au cœur quand même de se dire on doit savoir le produire avec une main-d'œuvre et du personnel qui est en parcours d'insertion, et qui par définition, ça c'est tout le défi, mais qui nous est propre, et là chez nous au maximum tous les 24 mois, en moyenne tous les 12 mois. Donc tous les 12 mois, on repart avec des nouvelles compétences. Voilà. Donc du coup, l'exigence de donner un cadre, des rituels, des standards, des process, des modes opératoires est totalement centrale. Et c'est tout ce qu'on vient chercher dans l'expérience industrielle. En fin de compte, le monde presque, j'ai envie de dire, qu'on contrecarre, doit aussi nous inspirer en disant qu'est-ce qu'on a inventé ces 60 dernières années en matière d'excellence opérationnelle, de lean management et de schémas industriels qu'on peut appliquer aujourd'hui à des schémas d'économie circulaire. Voilà. C'est toujours assez intriguant de voir des brillants ingénieurs débarquer chez nous en disant alors vous n'êtes pas chez Renault, on va pas pouvoir mettre de robots, on va pas pouvoir mettre d'IA, peut-être qu'on pourrait y penser sur la data, ok, pour savoir d'où vient la panne et quelles sont les chances de rénover cet appareil. Mais là, il faut inverser tout le modèle. Voilà. Ils se grattent bien la tête et ils ont l'air de s'éclater, mais voilà. Il y a une question qui m'est venue, mais que j'ai réoubliée en imaginant les ingénieurs se gratter la tête. Peut-être, là, si on prend ta casquette de DG de Iloe, je me questionne moi sur ce côté impact social et économie solidaire dans le déploiement de l'économie circulaire en région et l'émergence de nouveaux projets, de start-up, de projets même au sein d'entreprises, etc. Est-ce que la solidarité, l'impact social, le lien humain sont des sujets qui, selon toi, sont suffisamment pris en compte? Est-ce que c'est pas le cas? Et peut-être une troisième question qui serait est-ce toujours possible, tu vois, d'avoir cet impact, d'avoir autant d'impact social que peut avoir Envie dans les projets d'économie circulaire? Tout à l'heure, comme je commençais à le dire, en disant entre une stratégie d'un grand groupe qui cherche à réinternaliser la valeur matière que auparavant, parce qu'il se rend compte qu'il va y avoir quelques crises matières qui vont arriver. Peut-être que les questions d'intensité de main-d'œuvre et de solidarité, etc. Tout à l'heure, je le disais, on associe beaucoup cette question économie circulaire et solidaire à cette question, c'est un raccourci pour dire insertion, inclusion. Du coup, en fait, oui, clairement, elle peut pas se faire partout. Voilà. Si vous prenez des process de remanufacturing de pièces assez techno ou je ne sais quoi, très technique, qui nécessite une connaissance très fine. Ça va pas effectivement se faire selon l'approche, on va dire solidaire / insertion quoi. Pour autant, il y a encore
beaucoup de choses. En fait, c'est qu'est-ce qui est la question qui est sous-jacente, c'est où se crée la valeur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme valeur encore intrinsèque dans un objet, dans un bien, dans une matière, etc. Et comment il s'agit de lui en injecter. Si, enfin, selon moi, c'est-à-dire que si on peut on peut l'injecter par un apport de main d'œuvre, voilà, dont des niveaux de qualification sont transférables, etc. Facilement Ça peut se utilisé. prêter à en faire un schéma de création d'emplois local inclusif. Autrement, je pense qu'il faudrait être honnête et de se dire non, tout ne s'y prête pas. D'ailleurs, c'est un peu les questions qu'on se pose autour des pôles d'économie circulaire qu'on crée et qu'on anime à Lyon et à Grenoble avec Iloé et Fabricanova. C'est ok, nous sommes la plupart. Alors à Grenoble, c'est essentiellement des acteurs de l'économie solidaire qui sont agrégés aux côtés de la collectivité locale Grenoble-Alpes Métropole. À Lyon, c'est un peu plus particulier. On a aussi des industriels et industriels du déchet qui sont engagés. On a aussi la métropole de Lyon qui est engagée. On a aussi des bailleurs sociaux qui sont engagés au titre de gisement, enfin, j'ai envie de dire, de détenteurs d'un gisement de ressources. Ou de déchets, comme on les appelait avant. Donc, du coup, on va se poser la question de dire où est-ce qu'on peut créer effectivement de l'emploi local, mais derrière ce jeu d'acteurs, bah, du coup, on va quand même chacun mettre à son juste rôle. Voilà. Et c'est ce système de coopération qui permet de dire, bah, avant la boucle était linéaire. Pardon de cette figure de style le système était linéaire. Tout ça parce qu'un opérateur faisait probablement le job comme on lui demandait, comme le cahier des charges, comme l'appel d'offres lui disait de le faire au moins cher possible, donc bien linéaire avec plein d'externalités et personne ne s'en préoccupait. Et aujourd'hui, on est obligé de redécouper cette chaîne de valeur et de dire ce que faisait la société X de A à Z, et il va le faire plus que de M à Z, et par contre, on va mettre d'autres opérateurs où chacun vient faire intervenir son niveau d'expertise. Voilà. Mais force est de constater, et c'est là un peu, c'était pas ta question, mais je bifurque pour redonner une explication de texte, c'est là où viennent jouer ces questions de pôle d'économie circulaire, parce que du coup, ils ont une existence aussi physique, matérielle, c'est-à-dire que pour qu'une boucle d'économie circulaire devienne viable par rapport à ce schéma très linéaire auparavant qui faisait que le déchet était poussé le plus vite possible vers des centres d'enfouissement ou vers des incinérateurs, pour faire très court, du coup, il faut que le déchet subisse le moins de rupture de charge. Voilà. Déjà qu'on n'aime pas beaucoup le déchet, parce que c'est plutôt un centre de coût qu'un centre de profit. Si en plus on l'arrête à chaque étape, etc. Donc voilà. Donc le fait de remettre chaque opérateur autour de la table et de dire comment se découper auparavant les marges et les coûts, et comment on peut respecter le modèle économique de chacun en repositionnant chacun sur cette chaîne de valeur, c'était la question générale qui est posée. Et en même temps, le premier outil qui est apparu, c'est qu'il faut ces centres logistiques de massification de tous ces gisements urbains qui nous permettent on le sait, le déchet, plus il est trié à la source, plus il est trié près de la source, plus il a un avenir potentiel. Dès lors qu'il subit des mélanges, qu'il est transporté, etc., sa valeur chute, etc. Donc du coup, ces centres de logistique urbaine permettent de venir massifier des ressources qui, à la fois, auparavant, n'étaient pas triées, n'étaient pas surtriées, et donc du coup, avaient un avenir tout couru vers le centre d'enfouissement. Voilà. Et donc du coup, sous ce même bâtiment, on est susceptible de réunir l'acteur, l'opérateur, qui va reconditionner du jouet, du textile, etc., et sur les différentes filières. Voilà. Et on évite toute forme de rupture de charge. Donc c'est ça que ça vient rationaliser. En plus de rationaliser toute la boîte investissement, parce que pris individuellement, les acteurs ne peuvent pas se payer l'outil industriel ou le bout de l'outil industriel qui est nécessaire pour créer ces boucles. Ok, merci, c'est très clair et j'aime beaucoup l'approche aussi pour faire le lien avec l'inclusion quand on conçoit un modèle d'économie circulaire. Où est-ce que là-dedans il peut y avoir des compétences transférables, de la formation, et donc comment je peux faire de l'inclusion. Enfin, je trouve que c'est une manière
J'aime beaucoup les choses logiques et qui ont du bon sens et voilà, faire le lien entre l'ESS et l'économie circulaire comme ça me va bien. Peut-être une question avant qu'on clôture, on va devoir clôturer. On va faire un petit travail de projection. Dans 20 ans, tu rencontres voilà des jeunes qui te demandent voilà de leur raconter un petit peu comment c'était il y a 20 ans et quel a été tout le chemin parcouru jusqu'à maintenant. Donc disons en 2044. Et quel rôle toi tu as pu jouer dans cette évolution des comportements et des modèles économiques? Qu'est-ce que tu leur dis? À vrai dire, je sais pas trop parce que il me tarde de vivre ces 20 prochaines années déjà, un peu à chaque instant. Non, mais peut-être que je reprendrai mes propos de démarrage, en fait, d'origine. C'est-à-dire que on était un peu ancré dans cette économie de la compétition, qui est un peu lourde de sens, hein, quand on parle de ça. Dans une économie qui était elle-même dominante. Bon, j'espère, c'est une quête ou une forme d'utopie. Voilà, quand je dis que l'économie circulaire porte en elle un peu ces changements de paradigme, de dire, en fin de compte, la coopération est une nécessité, et prendre en compte nos interdépendances à la nature, mais aussi aux individus et à chacun d'entre nous. C'est ça un peu qui s'est opéré doucement. C'est que, en fin de compte, on s'est rendu compte que si on voulait mieux gérer tel ou tel rebut de notre consommation, il valait peut-être mieux s'en soucier collectivement que de le remettre à la génération future. Voilà. Alors peut-être que dans 20 ans, il y aura, ah bon, vous avez fait ça, mais vous êtes quand même, vous étiez quand même bien barrés. On dit la même chose de nos prédécesseurs, voilà, hein, de nos chers boomers. Bref, donc en tout cas, il y a cette question un peu de changement culturel, et ça vaut le coup. Enfin, je sais que pour le coup, Environalp, on est très attaché à faire vivre ça aussi de l'intérieur, Ouais. dans l'expérience un peu humaine qu'il y a. De dire, est-ce que vous pensez pas que, enfin, on est plus intelligent à plusieurs que seul, voilà. Donc voilà, c'est la mise en cohésion de ces trois éléments, parce qu'en fait, on a une expérience humaine qui nous dit, lorsque on est un peu attaché, enfin, je veux dire simplement humaniste, on constate bien que ça a plus de vertus que. Voilà. Et comment on l'applique à notre système économique? Bon, en faisant juste du bon sens avec ce que nous disent de faire une approche humaniste d'un rapport entre acteurs économiques, acteurs publics, entre une matière qui a encore de la valeur. Alors pourquoi on irait la brûler ou la mettre dans un trou en se disant j'ai pas vu, c'est pas moi. Voilà. Okay. Bon, moi c'est un peu décalé comme forme de réponse, mais t'as encore 20 ans pour y réfléchir. Voilà, sans prochain de la conclusion. T'as encore 20 ans pour y réfléchir. Exactement. Merci Simon, merci de la précaution aussi soin apporté au fait d'éviter le mot déchet. J'ai remarqué ça. Et t'as utilisé beaucoup d'autres termes et je pense que c'est important de faire disparaître ce mot-là aussi, en tout cas progressivement, de notre vocabulaire. Un grand merci pour ta présence. Merci pour l'invitation. Bravo pour tout le travail accompli. Et puis, écoute, on suivra les aventures d'Environalp, d'Iloé, et je mettrai tous les liens dans le podcast. Et je te souhaite un très bon retour à Lyon. Et tu vas pouvoir réfléchir à cette dernière question pendant tes 2 heures et demie de train. Et les 20 ans à venir. Merci à toi.